Bonjour chers auditeurs de Radio Jade FM, voici Frédéric Mispelblom pour l'émission Peindre et dépeindre le pays des rêves. Je me trouve ce matin dans la demeure natale, dans la grange de sa demeure natale de Joseph Maillard, qui est le fondateur de la fraiserie à l'Herberdière, à côté de Pornic. La fraiserie, vous connaissez tous, vous avez tous un jour ou l'autre mangé une ou plusieurs glaces. Ce matin, je ne suis pas là pour que Joseph Maillard raconte l'histoire de la fraiserie, mais plutôt pour qu'il nous explique qu'est-ce qui a rendu un jour cette aventure possible à partir d'un point de départ qui était loin d'évident pour aboutir à cela. Bonjour Jo Maillard, merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes entourés de poules et de coqs. Il y a aussi un chemin par lequel passent de temps en temps quelques camions. Je vous laisse vous présenter aux auditeurs. Bonjour, chers auditeurs, bonjour, chers amis. Écoutez, voilà, je suis donc certes le fondateur de la fraiserie, mais c'est pas ça qui est important pour notre émission. Frédéric m'a suggéré de vous entretenir un petit peu de mes origines, d'où je viens, qui je suis et pourquoi. Finalement, on est tombé par accident, il faut que vous l'ayez bien compris, sur cette aventure de la fraiserie. Ça a débuté donc effectivement, comme pour chacun de nous, comme pour chacun de vous, par la naissance d'un petit garçon dans un village qui était à l'époque à 3 km de Pornic, à 3 km de toute cité, de Sainte-Marie même. Et dont on accédait en partant de l'Herberdière par des voies qui n'étaient pas très carrossables. Ce milieu social qui fut le mien, que je reconnais, que j'aime, il faut le resituer pour moi, quand il m'a imprégné, autour des années 50, au début des années 1950. À cette époque, être agriculteur, c'était vivre dans sa ferme, c'était vivre dans un milieu social qui certes représentait plus du tiers de la population, mais qui, à mes yeux, de petits garçons ou d'adolescents, était celui qui était le plus encrouté, puisqu'il était les racines, certes, de la société, mais celui qui avait le moins évolué, celui où on continuait à travailler avec des animaux, en présence des animaux. Et les fermes de l'époque n'avaient rien à voir avec celles d'aujourd'hui, puisque la mécanisation n'existait pas, puisque finalement la proximité des animaux. Quelques exemples. Aujourd'hui, toutes les vaches que vous voyez ont une petite boucle à l'oreille avec un numéro, mais à notre époque, au lieu d'en avoir 100, il y en avait 10, c'était les grandes exploitations. Et chaque vache avait son nom, son prénom. Donc voilà, c'était Blanchette, c'était Rosette, c'était je ne sais quoi. Voilà, il y avait cette proximité avec les animaux. Donc, plus encore, avec les animaux de trait. Être bouvier ou s'occuper du travail de la terre avec le cheval, c'était avoir avec ces animaux-là une proximité, je dirais presque familière, puisque finalement ils étaient les mieux traités, les mieux soignés. La litière leur était particulièrement précautionneuse, on leur brossait le poil.
Donc on vivait, je dirais, une certaine communauté avec ce qui faisait l'entourage, le coq qui chante, certes, mais pas seulement. Oh, mais c'est très bien. Je choisis ce bon mot. Mais donc, alors, ça n'avait pas que du bucolique. Ça avait aussi beaucoup d'imprégnation. Il fait les commentaires. Sur les personnes et sur la jeune personne que j'étais. Parce que finalement, dans ce milieu, on vivait entre soi. Je veux dire, un petit peu entre soi avec les animaux de la ferme, mais entre soi, entre paysans. Et s'écarter de ce milieu-là, sauf pour raisons professionnelles ou importantes, n'était pas du tout encouragé, pas du tout bien vu. Pour le mieux, c'était inopportun que d'avoir des relations en dehors de la profession. Donc, mais il y avait des lieux quand même où effectivement il fallait bien qu'on se trouve. Bon, ça a commencé par l'école. Mais à l'école, on y allait avec... j'y allais comme mes autres copains, fils d'agriculteurs ou filles d'agriculteurs. J'allais avec les vêtements qui étaient propres à notre milieu, c'est-à-dire des sabots, c'est-à-dire une culotte courte été comme hiver pendant que tu vas à l'école, ce qui le lendemain de l'école, voilà, c'était la culotte longue été comme hiver aussi, parce que les hommes portaient la culotte longue et les enfants la culotte courte. Bon, il y avait des codes comme ça. Parce que, ben voilà, on avait aussi notre langage un peu, avec quelques mots d'argot par-ci, par-là, avec une expression qui nous était quand même propre, ou avec certaines particularités au moins, et on nous reconnaissait facilement. À l'école, dans la cour, on n'était pas forcément plus maladroit au jeu que les copains du bourg. Et en classe, on pouvait même être quelquefois meilleur, quoi. Ah, mais pas forcément, mais on était au moins égaux et on n'avait pas forcément à rougir de notre classement. Et l'école était à quelle distance de votre maison? Alors l'école était à 3 km, enfin elle était à Sainte-Marie, à l'emplacement exact où est le cinéma Saint-Joseph actuellement, mais pour aller à Sainte-Marie, de l'Herbière qui vous semble aujourd'hui à côté du bourg, les chemins n'existaient pas en ligne directe, il fallait remonter par ce qui est aujourd'hui la route bleue qui était une route. Aller jusqu'au carrefour de l'autre côté de Leclerc pour faire tout le tour, et donc c'était 3 à 4 km. Et ça en sabot, je ne sais pas si vous avez maintenant la comparaison, c'est moins confortable les sabots pour marcher que les chaussures ou... Oui, c'est à la fois moins confortable, mais ce qui était surtout inconfortable, c'était l'identification que ça nous donnait. Les sabots, c'était les paysans. C'était les cutéreux, c'était ça. Alors que finalement, les fils de commerçants, d'artisans ou de fonctionnaires avaient des chaussures en cuir, par exemple. Donc effectivement, c'était quand même pas très confortable non plus, il faut bien le dire, les sabots, mais c'était comme ça. Si tout le monde y avait été, s'il n'avait existé que ça sur la planète, on aurait trouvé ça parfaitement normal. Seulement, une partie de cette population, de la population qui était agricole, trouvait ça normal, alors que d'autres avaient changé, et que le petit bonhomme que j'étais entre les deux, voyait bien que d'autres avaient vécu une évolution vestimentaire, et nous pas. Donc, tout ça, je le portais avec, je dirais, pas mal, de complexe. Pour moi, c'était... je vais vous citer un petit exemple qui m'est revenu.
il y avait une famille de militaires qui habitait Sainte-Marie et dont les enfants étaient de mon âge à peu près, qui venaient s'approvisionner à la ferme, en beurre, en œufs, enfin bon, produits de la basse-cour et autres. Et c'était souvent les enfants qui étaient mandatés pour aller à l'herberdière chercher les provisions. Je me souviens très bien que quand je savais qu'ils venaient, je disparaissais pour ne pas me trouver avec eux, alors que c'était des jeunes de mon âge ou un an de plus ou moins, parce que quelque part j'avais trop de complexes vis-à-vis d'eux. Dieu merci, les choses ont bien changé et certains de ces gens-là sont devenus de vrais amis. Parce que finalement, voilà, on a su trouver un langage commun, se reconnaître les uns les autres. Eux, je pense, ne me méprisaient pas, mais moi, je me méprisais. Et c'est là où les choses deviennent, à mon avis, très importantes. C'est que pour grandir, pour franchir des étapes, j'ai eu besoin, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, il faut avoir des mains tendues. Il faut être reconnu par d'autres pour pouvoir se reconnaître soi-même. C'est un de mes auteurs que j'ai beaucoup lu et que j'aime beaucoup, c'est Boris Cyrulnik, qui est de mon âge d'ailleurs, qui a vécu des choses bien pires que moi, puisque c'était un juif qui a perdu ses parents dans les rafles et ces choses-là, et qui à 6 ans se retrouve seul. Donc c'est une histoire beaucoup plus lourde, beaucoup plus compliquée que la mienne, mais qui a donc évoqué cette notion de résilience et qui montre pleinement combien finalement c'est par des rencontres, alors qu'on est dans la souffrance, ce sont les rencontres, les mains tendues qui nous font nous accepter, qui nous reconnaissent et on se reconnaît soi-même. Donc je suis passé par ce chemin-là. Je suis passé par ce chemin de résilience grâce à des mains tendues, parce que l'instituteur me fasse comprendre que je n'étais pas si mauvais que ça, que quand j'ai voulu après encourager aussi par lui, suivre des cours par correspondance parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que celle-là, je vais t'aider. Pas spécialement moi, il l'a fait aussi à quelques autres camarades qui ont suivi des chemins aussi intéressants. Je vais t'aider et ça gratuitement toutes les semaines pendant des années. Donc c'est pas rien. C'est Marcel Brunelière dont je parle dans Chemin Faisant. Chemin Faisant, qui est un livre que Joseph Maillard a écrit sur l'histoire de la fraiseraie. Oui, sur l'histoire de la fraiseraie et sur ce qu'il y avait, qui a contribué à faire que, voilà, le petit bonhomme, il a un peu pu évoluer. Mais je reviens à Marcel Brunelière, qui était donc un jeune vicaire avec sa fougue, avec sa bienveillance aussi, qui, avec d'autres, certes, même m'a invité à monter sur les planches pour faire du théâtre. Donc finalement, dans l'équipe de théâtre, on est reconnu par des jeunes ou des moins jeunes, des adultes qui ne sont pas forcément du milieu agricole, parce qu'il y avait très peu d'agriculteurs. C'était surtout la troupe du bourg. Mais comment cette rencontre-là s'est faite au départ? Qu'est-ce qui a fait que donc vous étiez à l'école, vous étiez ici à la ferme, et comment la rencontre s'est faite avec ce vicaire? Alors là, effectivement, il y a une histoire plus
je dirais, un peu plus fondamentale. Alors, d'une part, chacun a son regard sur le côté religieux ou spirituel de l'homme, de la vie, mais je suis né dans un milieu où on était catholique de père en fils et de mère en fille depuis des générations, et ça supposait des rites, ça supposait donc d'aller à la messe, ça supposait donc finalement, puisqu'on allait à la messe, on faisait des rencontres. Et ce jeune vicaire, il y avait donc là effectivement un vieux curé qui avait donc ces rites aussi, mais qui n'étaient pas les mêmes. Mais ce jeune vicaire est arrivé on imaginait en 50-51, avec sa moto, à toute allure dans les fermes, voilà, j'arrive, qu'est-ce que vous faites, qui se mélangeait à nous, qui nous acceptait, qui nous reconnaissait, qui n'était pas de notre milieu social, mais qui nous considérait comme des égaux, et vous venez, on va faire quelque chose, on va faire du théâtre, on va monter une équipe de basket, oui, pourquoi pas, enfin on hésite un peu, puis encouragé, on y va, et c'est comme ça que Et alors là, j'ai connu l'homme, le religieux, mais je l'ai connu sur ses aspects humains. Le religieux humain, pas le religieux avec des œillères, loin s'en faut, mais le religieux les valeurs de la religion dans l'humanité. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai rencontré là. Il est sûr que sans cette rencontre formidable, j'aurais sûrement vécu ma vie autrement, et même sur ce plan spirituel absolument autrement. Mais là, j'ai vu qu'un homme qui portait la soutane, parce qu'à l'époque, il était obligé de la porter, dès qu'il n'a pu pas la porter, il l'a enlevée, mais il était obligé. Mais derrière le vêtement, il y avait un homme, il y avait un garçon extraordinaire qui savait être à l'écoute des modestes que nous étions, que j'étais, pour dire, viens, tu vois, on va pouvoir faire des choses ensemble avec les autres. Et puis, puisque je suis reconnu par lui, je suis aussi reconnu par les collègues, par les gens du bourg, par les gens d'un peu plus loin. Puis on se déplace, et puis, on va aller à Paris, on va vendre le salon de l'agriculture, on va visiter des choses là-bas. On n'était pas allé aux Folies Bergères cette fois-là, mais pas loin. Et tout ça finalement fait que ça donne de l'air dans notre dimension, et que ça encourage à chercher, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment est-ce que je vais rester ici à conduire les bœufs, d'autant plus que finalement j'avais ce que je considérais comme un énorme handicap, mais qui s'est avéré finalement être probablement une chance, c'est que j'avais un papa qui était un bon agriculteur, très reconnu dans son milieu. Alors, il était né en 1891, donc finalement, il en avait vu un peu, il avait eu une expérience, mais toute très agricole, très profonde dans l'agriculture, et il avait des savoirs, des références qu'on ne faisait pas changer comme ça. C'était l'époque, 1950, après la guerre, les premiers tracteurs arrivaient. Je piaffais d'impatience d'avoir un tracteur pour remplacer les bœufs. Et j'argumentais tout ce que pouvait faire un gamin de 15-17 ans près de son père. Mais tu vois, c'est la motorisation qui est l'avenir. C'est ça, c'est pas avec nos bœufs. Voilà. C'est pas plus que travailler avec des bœufs. C'était vraiment, je dirais, l'ancrage parfait de la tradition. Et le tracteur était évidemment... Papa n'a jamais voulu entendre parler de ça. Tu parles avec ça, tu vas nous ruiner, ça coûte une fortune. Les bœufs, non seulement ils font le travail, mais quand ils ont travaillé pendant 4-5 ans, ils ont pris du poids, on les vend
et on en rachète une paire de plus jeunes moins cher qu'on a vendu les vieux, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de carburant, enfin bon, il y avait tous les arguments, j'avais faux, quoi. On va dire que ça a contribué aussi à me complexer, je dirais à me gêner aux entournures. Peut-être que s'il avait été quelqu'un très à l'écoute du modernisme, qu'il avait acheté le premier tracteur de la commune, qu'il avait été, disons, dans le progrès agricole qu'on appelait à l'époque, probablement que je n'aurais pas cherché autre chose. Mais puisque là, finalement, malgré la bienveillance de maman, qui voyait bien que finalement ça n'allait jamais marcher entre le fils et le père, parce que elle savait bien que son mari ne céderait pas, et que moi, elle me sentait sans doute aussi un peu persévérant. Elle était à la jointure de l'un et de l'autre, mais bon, ne pouvait pas aller au-delà de ce qu'elle a fait. Et elle a fait beaucoup. Alors elle... Donc oui, je reviens, si papa avait accepté, probablement que ma vie aurait été autrement. Mais ça n'a pas été comme ça. Et c'est en ce sens-là que cette difficulté-là a été une chance pour moi. Et c'est là où j'en viens à la résilience. Parce que finalement, sans cette difficulté-là, peut-être que ça serait passé autrement et ce serait peut-être moins bien passé. Je ne sais rien, on ne saura jamais, mais ça aurait été autre chose, quoi. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que c'est en fait cette difficulté-là qui vous a obligé en quelque sorte à une vraie rupture. Voilà, c'est ça. Ça m'a poussé vers cette rupture-là. Qui n'a jamais été une rupture violente d'ailleurs, et ça j'en dois énormément à mes parents, tous les deux, avec leurs différences. Mais maman était particulièrement, avec ses défauts, elle aussi, ses limites, hein, comme toute personne, mais particulièrement, moi je lui vois énormément, à l'écoute de ça. Je revois comment elle négociait près de papa pour redire, parce que mes cours, il fallait les faire le soir après le boulot, mais finalement, pour négocier des journées, tiens, tu peux bien le laisser faire ses cours, il fait pas beau aujourd'hui, vous n'allez pas faire grand-chose, alors, donc voilà, et puis après, je vais aller voir telle exposition, tel ceci, tel cela, bon, elle arrangeait les choses pour que, et elle suivait mes cours avec beaucoup d'attention. Je la revois encore, alors que j'étais donc sur ma table là le soir à faire mes heures, revenir m'apporter une orange. Ça paraît aujourd'hui rien, mais finalement à l'époque c'était un symbole formidable. Alors donc oui, c'était l'époque où on donnait des oranges à Noël. Voilà, c'était l'époque où on avait des oranges à Noël, et de m'en apporter une le soir en venant voir où t'en es rendu dans tes cours. Tiens, je te laisse une orange. C'était un signe formidable pour moi, quoi. Donc, ce sont ces petites choses-là qui m'ont aidé, enfin, ces petites choses-là, ces grandes choses-là, qui m'ont aidé, finalement, à prendre confiance. Bon, après, les cours se sont pas trop mal passés, j'ai obtenu plutôt des résultats corrects, plutôt bons. J'ai eu la chance de pouvoir continuer, mais c'est à ces moments-là que j'ai pris les décisions que finalement, je ne serais pas l'agriculteur Alain Berdière dans son contexte très rural, très paysan. Je ne me sentais pas à ma place là, on pouvait faire mieux, tout le monde pouvait faire mieux, et je voulais entraîner les autres à faire mieux aussi. Je voulais être un peu un moteur pour dire, oui, mais on peut tous progresser ensemble, les autres agriculteurs aussi, il faut faire ci. Mais la réponse de papa était toujours la même. Si tu veux faire progresser les autres, sois donc un exploitant toi-même. Ceux qui le verront,
ce qu'ils verront se réaliser chez toi, c'est là que tu seras utile, que tu leur seras utile. Pas en allant leur raconter comment il faut faire. Ils savent bien qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et moi, je me dis toujours, bon, il y a quand même des professions qui naissent maintenant où on peut aider. Enfin, les chambres d'agriculture prenaient leur dimension, les conseils, les différents trucs. Il y avait pas mal d'institutions qui se mettaient en place et je me dis, dans ces professions-là, je peux participer à mon milieu, au développement de mon milieu. C'était presque une mission pour moi, quoi. Non seulement c'était mon développement, enfin ma réussite, si on peut dire, enfin bon, ma façon de ne pas être agriculteur seulement, mais sans renier mon milieu, puisque finalement je voulais l'entraîner et l'aider. Donc cet aspect, je dirais, résilience, enfin je reprends le terme, toujours, parce qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main, c'est formidable les effets que ça peut avoir. Et si je ne pouvais transmettre que cette chose-là, finalement, savoir que finalement ce que l'on fait aux autres, on peut leur faire énormément de bien, non pas avec notre autorité, je pense jamais, mais avec notre bienveillance. Nous arrivons à l'heure de notre pause musicale et on va continuer à partir de la bienveillance après avoir écouté un morceau de musique. Qu'est-ce que vous avez choisi comme morceau de musique? Eh bien, je ne suis pas un grand mélomane, mais j'aime beaucoup la musique classique et je vous propose que nous écoutions les valses de Vienne de Strauss. On écoute.
Donc, avant la pause, vous parliez de la bienveillance qui peut faire en sorte que les gens se sentent reconnus, alors que, comme vous l'avez évoqué un peu au début, il y avait un certain nombre de situations, notamment à l'école ou dans la cour de récréation ou plus tard à l'égard des relations entre les filles et les garçons, où vous aviez l'impression parfois de vous sentir méprisé. Ouais, oui, effectivement, et c'est toujours effectivement de cette difficulté qui peut être le mépris. Effectivement, je pense que c'est la pire des choses. Pour le développement humain, se sentir méprisé, c'est finir par se mépriser soi-même. C'est accepter, se sentir méprisé par les autres, c'est se dire, ben oui, je vaux moins, et même si on se révolte contre ce mépris, on finit plus ou moins par le croire. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Jamais n'accepter les choses, les visions qu'on nous impose de nous-mêmes. On est ce que l'on est, et il faut se reconnaître soi-même. Et d'ailleurs, ça aide à reconnaître les autres. Parce que si on ne se reconnaît pas soi-même, comment peut-on reconnaître les autres? Il est important de s'accorder une certaine bienveillance à soi-même pour pouvoir regarder les autres avec un regard bienveillant. Vous racontiez que, effectivement, par le biais de l'école, vous rencontriez des enfants d'autres milieux. Ensuite, par le biais des Marcel Brunelière, vous en rencontriez aussi au club de théâtre. Donc, vous rencontrez des enfants du milieu ouvrier ou bourgeois, petit bourgeois. Et comment ça se passait? Parce que vous êtes à 3 kilomètres de Sainte-Marie, mais est-ce que vous alliez à la plage? Alors la plage, la mer a beau être effectivement la richesse de notre région, particulièrement à notre époque, mais il faut se souvenir que il y a 70 ans, oui, dans les années 50, les ruraux qui représentaient donc l'essentiel de la population de la commune et de ce territoire n'allaient à la mer qu'avec leurs pantalons longs pour aller à la pêche 2 ou 3 fois par an. Et c'est là je dirais pas que c'est pas là seulement, mais c'est là aussi où on se lavait les pieds, parce que voilà, aller à la mer pour se reposer, pour bénéficier de l'atmosphère et des bienfaits de la mer, ça n'avait pas de signification pour notre milieu. La mer, c'était le domaine des marins qui, vu par les agriculteurs, était une catégorie de communistes, de buveurs, de coureurs de femmes. C'était pas des gens qu'il fallait trop fréquenter, quoi. Hein. On a encore acheté du poisson chez le poissonnier, mais pas beaucoup, mais ça pouvait arriver. Mais ces milieux-là de la mer, c'était complètement différent du milieu agricole. Et donc, d'aller à la mer, ben voilà, on y allait parce que peut-être qu'après une saison d'été quand même très chaude et très, très poussiéreuse, aller à une grande marée du mois de septembre comme maintenant pour pêcher des moules, c'était plutôt bien vu, ou les plus connaisseurs pour ramasser des étrilles ou des dormeurs. Donc ça se comprenait, mais ça se limitait à ça. Les relations terre-mer se limitaient, je dirais, à quelques grandes marées. Voilà. Et pour moi, effectivement, je l'ai aussi un peu pratiqué comme ça pour commencer, mais
ces relations avec Marcel Brunelière, avec les équipes de jeunes, avec le théâtre, sport un peu, tous les activités, la JAC qui a été un élément important aussi. Tout ça, ça m'a amené à rencontrer des gens d'autres milieux qui, eux, allaient à la mer pour profiter des bienfaits de la mer, pour se baigner, pour s'allonger sur le sable, pour jouer sur la plage, aussi, je suis allé avec eux parce que finalement, alors j'étais effectivement dans le milieu rural de l'époque, une des quelques exceptions, parce que finalement ça ne se faisait pas. Mais en allant à la mer avec les gens du bourg, on rencontre aussi des estivants et des estivantes qui sont là pour 3 semaines, 1 mois, où la famille est là. On sympathise, on échange, même des camarades qui ont fait des mariages, comme ça. Alors, voilà, ça aurait pu arriver à d'autres, dont j'aurais pu faire partie. Mais donc, quelque part, il y a une part de reconnaissance, d'égalité. On n'est plus en situation de complexe. Et ça aussi, ça fait partie de la résilience, c'est-à-dire qu'on sort de soi-même, on s'ouvre aux autres, et le regard des autres nous aide à nous reconnaître nous-mêmes et aussi à reconnaître les autres. Dans votre livre, vous avez un joli passage où vous résumez toute l'importance que cette histoire a pu avoir par rapport à votre parcours professionnel ensuite. C'est que vous écrivez « Beaucoup plus que les connaissances acquises, c'est l'apprentissage de l'effort, de la persévérance, de l'écoute du préambule à l'analyse, de l'audace à défendre mon point de vue, tout en cherchant à comprendre les mobiles de mes interlocuteurs qui me furent inculqués. Ces apprentissages, je les ai vécus sans brutalité, ils ont pris place en moi sous cette forme. C'est pourquoi aujourd'hui encore, les expressions violentes, les invectives, les blocages sur des principes sans explication me laissent sans voix. » Oui, je me souvenais plus très bien de ce passage que j'ai écrit il y a quelques années, mais j'y adhère à 100%, effectivement. Je suis toujours autant bloqué par les gens qui ont des œillères, et qui ne peuvent vraiment qu'un point de vue, le seul, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange. Je suis navré si je ne peux pas échanger. Je suis coupé en morceaux, Mais c'est vrai que la vérité, j'ai compris que la vérité, personne ne l'a complètement. Finalement, c'est dans la compréhension, dans l'écoute, que des parties de vérité émergent. Elle émerge pour tout le monde, pour la société, mais il faut d'abord qu'elle émerge pour soi. Si on n'est pas imprégné de ces valeurs essentielles, on ne peut pas donner. La plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a, puis encore, elle ne le donne pas toujours. Alors, là c'est pareil, il faut que finalement on se cultive, on s'enrichisse des échanges, des rencontres, des partages, pour pouvoir les redonner et les transmettre. On ne peut pas transmettre quelque chose que l'on n'a pas reçu. Si on ne l'a pas reçu, on l'a fait naître, on l'a cultivé, mais si on ne l'a pas en soi, on ne peut pas donner. Donc c'est ça la grande leçon pour moi, c'est de savoir, disons, voir dans l'autre toujours quelqu'un qui peut progresser, et à qui je peux faire confiance, en souhaitant qu'il se reconnaisse lui-même. Qu'il se reconnaisse lui-même et qu'il se reconnaisse dans ses racines. Et voilà, comme moi on a su me reconnaître, je voudrais pouvoir donner aux autres ce que j'ai reçu.
j'ai conscience d'être très incompétent, mais c'est mon souhait finalement. Et je pense qu'effectivement, c'est de plus en plus mon souhait d'ailleurs, peut-être à cause ou grâce, je dirais, aux années qui s'accumulent. Parce que finalement, quand on a vécu et qu'on est octogénaire, on sait bien qu'effectivement, ce qui restera après nous, ce n'est pas les quelques fleurs que l'on cultive, parce que le lendemain de notre mort, elles vont faner. Ce n'est pas les quelques richesses ou quelques biens matériels que l'on a, parce qu'ils vont être partagés, vendus, peu importe, enfin, voilà. Mais ce qui restera de nous, je pense, ce qui restera peut-être un petit peu de moi, ça serait mon plus beau, ma plus belle récompense, c'est que je puisse avoir donné à d'autres l'idée, enfin, ou la possibilité d'une certaine grandeur d'âme. De pouvoir se réaliser. Et pas à cause de moi, pas à cause de ce que je leur aurais dit, mais parce que eux vont cultiver un certain potentiel qu'ils vont développer. Comme moi, j'ai pu cultiver ce que j'ai reçu de mes parents, avec toute la modestie qu'il y avait, mais j'ai reçu énormément de mes parents, de mes mentors, de mes éducateurs que j'ai cités. J'ai reçu énormément, et je sais bien que ce ne sont pas ces outils-là, exactement, ces méthodes-là, exactement, que je peux transmettre à d'autres, mais que l'enrichissement qu'ils m'ont donné, que je sois capable de l'assimiler, de le digérer pour que d'autres s'en nourrissent. Ce serait ça. Dans un article qui est paru dans le courrier du Pays de Ré il y a quelques semaines, vous dites « Je n'ai pas connu que des succès. Mais notre réussite, c'est d'avoir fait de la fraiserie une maison avec une âme. Les proches et les salariés y sont pour beaucoup. La fraiserie est une aventure collective. » Moi, quand j'ai lu votre ouvrage, j'ai été frappé notamment par les quelques histoires qui ont transformé la production de la fraiserie. Quand de la vente de fruits, vous avez commencé à vous intéresser aux confitures, quand ensuite sont arrivés les sirops. Ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que ce n'est pas vous personnellement qui avez inventé ces changements, mais ce sont été vos fils, et ensuite ce sont des apprentis, des étudiants d'une école avec laquelle vous travaillez qui ont proposé ces innovations, et ce qui m'a intéressé dedans, c'est le fait que vous les ayez suivis et soutenus. Oui, effectivement, voilà. Mais tout ça s'est fait un peu d'une façon, je dirais, presque inconsciente, parce que j'avais été imprégné de la confiance qui m'avait été faite. Donc la confiance qui m'a été faite, je l'ai naturellement retransmise sans m'en rendre compte d'ailleurs, hein, parce que je dis bah oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée, tiens, faire de la confiture, bah voilà, ça paraît une gaminerie pour l'instant, mais tiens, il y a une idée, bon, voilà, il faut qu'on continue. Faire des sorbets, je ne savais pas ce que c'était que des sorbets. Bon, tu m'expliques ce que c'est, puis mais tu veux le faire. Bon, donc quelque part, c'était une histoire de confiance que j'ai accordée, mais je l'ai accordée sans me forcer, puisque finalement, elle m'avait été induite, et elle faisait partie, quelque part, de mon histoire, de mes gènes acquis. Donc je me comportais forcément comme ça. C'est parce que j'avais reçu. Si on m'avait toujours pris pour le dernier des Mohicans, le paysan avec ses sabots, et voilà, jamais je n'aurais pas été en état d'accorder cette confiance qui a permis ces résultats. Vous voyez, c'est ce qui est très important, c'est que on ne fait pas des choses pour obtenir une autre. On les fait parce que c'est important qu'elles soient bien pour
l'humain en général, l'humain que je suis et l'humain qu'est celui qui est en face de moi. C'est important pour eux. Donc voilà pourquoi on fait des choses. Et c'est ce qui donne de la valeur aux choses, c'est quand elles n'ont pas de valeur monétaire. On n'a pas fait des fraises pour gagner plus qu'en étant conseiller agricole. C'était même très risqué et on l'a bien expérimenté. Donc on a quitté une profession assurée, parce que j'aurais pu aller jusqu'à ma retraite, voilà, sans souci très particulier, je crois, pour finir ma carrière. Bon, j'aurais pu, mais encore une fois, si quand je ne m'y épanouissais pas, parce que pour des raisons diverses, extérieures à mon bon vouloir, je ne m'y épanouissais plus, donc je dis voilà, je ne reste pas dans quelque chose qui ne me plaît pas. Bon, je ne fais pas les choses parce que là je suis assuré d'un bon salaire jusqu'à ma retraite, et d'une retraite confortable, confortable, normale quoi. Je ne le fais pas pour ça, mais je le fais parce que je ne veux pas continuer dans cette voie-là, parce que je ne trouve pas la plénitude humaine. Et ce qu'on me demande, ça ne correspond plus à ce que j'avais envisagé, donc je ne le fais pas. Et je vais dans autre chose où je risque beaucoup plus. C'est pas fait pour gagner de l'argent, ce n'était pas du tout assuré, et on l'a bien expérimenté. Même si après le vent a tourné, mais voilà, il n'a pas tourné tout de suite. C'est ça l'important, c'est que les gens puissent vivre leur humanité avec toute l'amplitude possible. C'est ce qui me semble important, c'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire, et c'est là l'exception de ma vie, quoi. C'est d'avoir eu cette chance-là, mais cette chance-là, il faut quand même un peu la cultiver. J'aurais pu aussi y aller les mains tendues, mais quand les mains sont tendues, il faut aussi faire l'effort de les serrer et de dire oui, aussi j'accepte autre chose, parce que voilà, c'est pas toujours, je le présente un peu d'une façon un peu idyllique, voilà, si on vous tend la main, si on vous regarde avec bienveillance, ça y est, ça va marcher. Ouais, mais il faut quand même faire le choix, et l'effort pour aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, toujours vers un inconnu. Si je ne qu'assurer ma sécurité à 150%, je ne bouge pas. Je reste là où je suis, parce que au moins là j'ai du pain, j'ai un toit, j'ai peut-être des sabots, mais je ne vais pas pieds nus. Donc je peux dire, je reste là. Donc je pense qu'on est tous aussi porteurs de son histoire. Les autres. Et je pense que j'ai essayé d'exposer quels étaient donc les autres, le rôle des autres. Mais je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais finalement, à chacun, il est demandé de faire des efforts. Et si on ne les fait pas, voilà, tu peux faire ça. Viens avec moi, on peut faire ça ensemble. Mais chacun peut dire, non, moi je reste là où je suis parce que je ne veux pas prendre de risques, je ne veux pas me mouiller. Non, d'accord, tu te mouilles pas, mais tu restes là où tu es, quitte à te morfondre dans ta situation, mais voilà, donc on est toujours responsable de son histoire quand même. On n'a pas, c'est pas seulement, notre histoire ne dépend pas seulement des autres, même s'ils nous donnent de bons coups de main. Elle dépend aussi quand même de l'effort que l'on fait pour accepter ce coup de main, pour aller pour prendre des risques, parce que c'est jamais gagné. On l'a bien vu dans l'histoire de la fraiseraie, ça aurait bien pu mal tourner. Bon, après quelques chaos, ça s'est remis sur les rails, et puis ça va son chemin. Mais c'est pas gagné. Donc, chacun est amené à aller au-delà de ce qui est facile. La facilité, c'est jamais finalement l'épanouissement.
Voilà, si j'attends que voilà, je prends pas de risque, je mouille pas, non, c'est vrai que ça ne marchera pas. Ce qui me frappait aussi, c'est quand vous racontez l'épisode de votre service militaire, qui à l'époque durait quand même très longtemps, puis il y avait la guerre d'Algérie, et vous êtes allé en Algérie, c'est les remarques que vous faites sur la discipline bête, disons. Est-ce que ça vous a aussi aidé ensuite à vous positionner différemment comme dirigeant par rapport à vos salariés? Ah oui, mais j'espère pas avec la même discipline que j'ai subie à ce moment-là. Enfin, c'est eux qui en témoigneraient le mieux. Mais c'est vrai que là, je suis... vous faites référence là à quelques pages de chemin faisant où je raconte effectivement ce basculement entre ce qui était des années de confiance qui m'étaient accordées au niveau des mouvements de jeunes, au niveau du théâtre, le théâtre c'est peut-être pas l'essentiel, mais enfin des mouvements de jeunes, de la GAC, des rencontres, des discussions, de l'enrichissement. GAC, c'est la jeunesse agricole chrétienne, c'est ça? C'est ça. Donc à l'époque, c'était donc un mouvement de jeunes pour se prendre en charge. Certes, le terme chrétien était là, mais je ne le renie pas d'ailleurs, hein, je garde la même foi, mais avec des applications qui ne sont pas celles forcément d'un rigisme, d'une rigidité, loin s'en faut. Mais donc ce mouvement-là, on a appris à réfléchir et... c'est vrai que sortir de cette époque où, quelque part, on était très poussé à s'exprimer, hein, voilà, et arriver à l'armée où obéis et tais-toi, là, ça correspondait pas tout à fait. Enfin, je suis tombé de haut, quoi. Hein. Bon, je croyais, parce que j'avais entendu parler par mes parents, voilà, il faut, par exemple, ne jamais exécuter un ordre avant d'avoir reçu le contre-ordre. et puis plein d'autres trucs extrêmement rigides qu'ils avaient vécu. Je croyais que c'était l'histoire ancienne, hein, voilà, et que c'était plus... Alors là, finalement, dès le premier jour, on se fait ramasser sur le quai de la gare en camion, 50 dans le camion, quand c'est plein, on avance 50 coups de frein, clac, on en met 10 de plus, et puis c'est parti, en arrivant tout le monde à poil, les 50 ensemble sous la douche. La personnalité. On prend un coup, puis tais-toi, marche au pas, voilà. Bon, après, je ne parle pas de l'Algérie encore, alors là, ça serait tout un autre épisode, et j'aurais beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'est pas le sujet. Mais finalement, alors là, s'il y avait un exemple du non-respect de l'autre, c'est édifiant. C'était édifiant, malheureusement. Et avec quelles conséquences, on a vu. Sans vouloir faire d'histoire, mais quand même, hein, quel gâchis, bon, mais bon, c'est facile à critiquer, la critique est facile, l'art est compliqué, parce qu'il y a des gens très bien, et je pense à des gens comme Camus, par exemple, qui a su écrire, et qui a su vivre, et qui a su exprimer, finalement, des valeurs à ce moment-là et dans ce contexte-là, mais il n'y en a pas eu assez, il n'a pas été écouté. Donc voilà, quand ça a été la violence, qu'elle soit la violence à l'armée et par l'armée, ou par l'armée algérienne, enfin l'armée algérienne, la révolution algérienne, c'était pareil. Ah, mais je crois que là, quelque part, on sort du sujet, mais c'est l'exemple même de l'échec
par manque de confiance dans l'autre. Oui, c'est quand même assez frappant par rapport à ce que vous disiez tout au début de l'émission, où vous avez dit que si votre père était plus moderne, vous seriez peut-être resté à la ferme. C'est que votre histoire est quand même caractérisée par des, disons, des contradictions fortes, des oppositions fortes, qui à un moment donné vous ont fait rejeter certaines choses pour aller vers d'autres. C'est exact, effectivement, que ce sont ces rejets qui m'ont fait aller vers d'autres et qui m'ont fait grandir quelque part. Sans ça, effectivement, j'aurais vraisemblablement pu rester là, ne pas connaître la mer, qui était à 3 km, ne pas connaître tous ces mouvements de jeunes qui m'ont ouvert à d'autres milieux, ne pas sévérer au moins dans des cours par correspondance pendant 8 ans, donc il demande quand même un peu d'effort, parce que c'est des choses qui se font pas, qui ne se font en plus de ce qu'il faut faire autrement, ou même si on grignote un petit peu, mais enfin bon, il y avait d'autres occupations possibles, plus joyeuses que de gratter des cours. Voilà. Mais voilà, dans tous les cas, c'est ça, c'est finalement quand même l'effort de participation, d'ouverture, qui pour moi conduisent, je dirais, vers un autre horizon. Et si je reviens de pas en arrière sur l'Algérie, c'est justement, à mon avis, ce blocage entre des civilisations et on le voit malheureusement dans beaucoup d'autres pays, et même aujourd'hui, ce blocage qui fait que finalement on en arrive à des situations dramatiques, à des excès en tous sens. Et franchement, la mission, parce que je reviens toujours à cette période de la vie où finalement on sait bien que même si j'ai une bonne santé, même si finalement ça a l'air de bien aller, c'est du provisoire, et du provisoire à court terme. Voilà. Comment est-ce que je pourrais transmettre, disons, ces choses qui m'ont été données pour qu'elles ne fanent pas le lendemain de ma mort et que finalement il n'en reste rien. Bon, mais sur cette belle conclusion, on va terminer l'émission. Merci beaucoup, Joseph Maillard, de nous avoir reçus dans votre grange, parmi les poules et les coqs. Je rends l'antenne. À la prochaine. Au revoir, chers auditeurs.